Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première update lecture du mois de mai, de mes lectures du mois de mai, puisque du coup c'est une update lecture en rapport avec le mois de la fantasy. J'ai déjà lu beaucoup de livres qui étaient dans ma pile du mois de la fantasy et là je vais vous en présenter quelques-uns puisque j'ai déjà fait une vidéo consacrée à Carry On, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à Children of Blood and Bone, donc je vais vous parler des autres livres que j'ai lus pendant ce début du mois de mai. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, je l'ai eu en e-book par Ned Gallet, c'est Les Contes d'Osler, au sorbier des oiseleurs de Johann von Staff. Voilà, il faut déjà se souvenir du titre. Je pensais que c'était fantasy mais c'est fantastique, ça se passe dans notre univers mais avec des éléments magiques. Bon, ça ne rentre pas du coup dans le challenge du mois de la fantasy, mais c'est pas grave, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est l'histoire de Ginny qui est une jeune femme, je dirais aux alentours de 25 ans, comme tout le monde, qui a ses amis. Sa mère est un peu, comment dire... Sa mère la réprime beaucoup d'une manière très religieuse puisque sa mère est fanatique religieuse, donc c'est un petit peu compliqué pour elle. Elle vit toute seule avec sa mère, elle n'a jamais connu son père. Elle va tous les jours prendre son petit déjeuner dans une pâtisserie qui s'appelle Au sorbier des oiseleurs, qui est à Osler, qui n'est pas loin de Paris, donc en France toujours. Sauf que Au sorbier des oiseleurs, c'est une espèce de... c'est un ancien couvent. Et c'est une organisation de 18 femmes qui ont certains pouvoirs magiques, une certaine magie en elles, en fait. L'histoire commence quand un homme qui a les mêmes pouvoirs, mais qui n'habite pas à Osler, arrive. Il s'appelle Tito, il vient d'Andalousie et il tombe amoureux de Ginny. Donc c'est une espèce de conte de fées, c'est très onirique, très mystérieux. Pendant une bonne partie du livre, on ne sait pas du tout les pouvoirs qu'ont les jeunes femmes et Tito, on ne sait vraiment rien. Il parle de certaines choses et on est complètement dans le flou en fait, un petit peu comme Ginny, même si on apprend avant Ginny qu'ils ont des pouvoirs, on s'en doute depuis le début. Mais on ne sait pas du tout ce que c'est, on est maintenu dans le flou pendant les 3/4 du bouquin, qui est d'ailleurs très court, qui ne fait que 185 pages. Et je trouve que c'est très bien rythmé, je trouve que c'est très bien amené, c'était très fluide. Pour moi c'était un conte moderne, très clairement. L'histoire d'amour n'est pas du tout crédible si on la prend comme une histoire d'amour, comme une romance normale, contemporaine, mais c'est une romance de conte de fées en fait. C'est vraiment le coup de foudre, c'est l'histoire de Cendrillon. Il y a pas mal de différents contes qui peuvent se retrouver dans le premier tome des Contes d'Osler. D'ailleurs c'est le titre, dès le début on te dit que c'est un conte fantastique avec voilà des éléments magiques, des éléments oniriques. C'était très poétique, c'était très bien mené. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était une très bonne lecture. Donc voilà, merci à Ned Gallet de m'avoir permis de lire ce livre et je le recommande beaucoup parce que j'ai trouvé ça très sympa. C'était pas le livre de l'année mais c'était suffisamment intéressant, c'était suffisamment captivant pour que je le lise en 3 heures et que je ne lâche pas. Ensuite, bien entendu, le mois de mai, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait la sortie du tome 4 de la saga A Court of Thorns and Roses, donc qui est A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas. Sauf que comme vous le voyez, il est très court, ce n'est pas un tome 4, très clairement. C'est une petite nouvelle de 200 pages à la fin du tome 3. Soit vous pouvez le considérer comme un épilogue de 200 pages, soit vous pouvez le considérer comme un tome de transition pour arriver à une nouvelle trilogie qui va prendre place dans l'univers de Prythian. On suit toujours Feyre et son partenaire, donc voilà, je ne veux rien vous spoiler, donc je ne vous dirai pas qui c'est, même si je pense que vous le savez parce que les spoilers sont un petit peu partout quand même par rapport au tome 2 et au tome 3, même si on ne sait pas forcément comment ça se termine. Mais très clairement, je n'ai pas autant aimé que ce que j'aurais voulu parce que c'est une romance de Noël. Voilà, c'est une romance de Noël, tout le livre, les 200 pages, c'est l'histoire de Feyre qui veut organiser Noël. Sauf que là-bas, c'est le solstice d'hiver. Mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on prépare à manger, on achète des cadeaux pour les gens. Est-ce que les gens vont venir? Comment est-ce qu'ils vont se comporter les uns avec les autres? Voilà, on a un sapin de Noël qui a été décoré, ce genre de choses. Donc c'est très mignon, voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le même panache que la saga A Court of Thorns and Roses, puisque on n'a pas de méchants, on n'a pas d'ennemis là-dedans.
On a juste en gros des intrigues familiales presque. Voilà, c'est intéressant quand vous aimez les personnages, c'est intéressant quand vous avez lu les 3 tomes et que vous avez vraiment beaucoup aimé. Par contre, c'est vraiment pas obligatoire de lire pour comprendre la saga. C'est juste un petit bonus. Et encore, il y avait certains trucs que voilà, je me suis dit, c'est moyen. Est-ce que cette histoire méritait 200 pages et méritait voilà, de coûter voilà, le prix que ça a coûté et de faire tout un délire autour? Personnellement, je ne pense pas que ça méritait d'être voilà, en petite nouvelle comme ça. Je pense que ça aurait très bien pu être un épilogue un peu moins long, voilà, une centaine de pages en plus à la fin du tome 3 et ça aurait été parfait. Ça aurait pu être une petite nouvelle qui aurait été moins coûteuse et voilà, juste pour pas qu'on se fiche de nous quoi, parce que très clairement c'est pas un tome 4, ça sera jamais un tome 4. Feyre est assez détestable dans ce tome 4 pour moi, elle ne comprend pas vraiment les personnes qui l'entourent, elle a du mal à comprendre les futurs personnages de la prochaine trilogie, je pense, les personnages qui seront les personnages principaux, les protagonistes de la prochaine trilogie, ce qui est quand même assez gênant parce qu'on a quand même la moitié au moins de bouquins qui est de son point de vue. C'est un peu embêtant parce qu'elle avait fait des choses, je sais pas, il y avait quelque chose qui manquait, peut-être le fait qu'ils se battent contre un ennemi manquait, parce que là du coup ils n'ont plus rien à faire, ils ont juste à être heureux pour toujours. Et bon, est-ce qu'on avait besoin de 200 pages pour comprendre qu'ils sont absolument heureux? Non. Et là par contre, je vais juste parler d'un spoiler qui m'a terriblement énervée. Donc voilà, c'est un spoiler. Je lève la main en disant que c'est un spoiler. Quand je baisserai la main, le spoiler sera terminé. Pendant tout le bouquin, Feyre doit trouver un cadeau pour Rhysand pour le solstice. Et je me suis dit, pitié, Sarah J. Maas, ne fais pas que le cadeau soit qu'elle accepte de tomber enceinte. Je pense pas que ce soit un cadeau à faire à quelqu'un, genre dans le tome 3, 6 mois auparavant de ce livre, elle a quand même dit, j'ai pas envie d'être enceinte, j'ai envie de profiter de la vie avec toi, avant voilà, d'agrandir notre famille, puisque après t'es plus jamais tout seul, voilà. Elle a dit, je veux une vie avec toi, je veux profiter de ta seule présence. Et là je me suis dit, très bien, parfait, enfin. Et le problème c'est que Sarah J. Maas n'a pas pu supporter ça, Sarah J. Maas n'a pas pu s'empêcher de faire changer son héroïne tout d'un coup comme ça. Alors tout d'un coup Feyre se dit non tiens j'ai envie d'avoir un gosse. Et voilà, j'étais juste pas d'accord avec ça parce que justement j'appréciais le fait qu'elle veut pas d'enfants tout de suite, parce qu'ils ont des centaines d'années devant eux, des milliers d'années devant eux pour avoir des enfants, et je trouvais que c'était intelligent la décision que Sarah J. Maas avait prise de ne pas faire que Feyre tombe enceinte alors qu'elle n'a que 21 ans. Elle fête ses 21 ans dans ce livre, elle est très très jeune, sachant que Rhysand doit avoir 800-900 ans. Je pense qu'on aurait pu s'abstenir du coup du bébé. C'était la dernière fois que Feyre était protagoniste et je dois dire que ça va faire du bien de changer un petit peu de protagoniste. Je pense que ceux et celles qui vont devenir protagonistes vont être assez intéressants à suivre. On verra si c'est pas juste de la fanfiction entre guillemets, parce que j'en ai parlé avec une de mes amies qui l'a lu. Une de mes amies ici en Irlande, et elle m'a dit, pour moi j'avais l'impression que c'était Sarah J. Maas qui écrivait une fanfiction sur son propre univers. C'est pas faux. Et enfin le dernier livre dont j'ai envie de vous parler pendant cette update lecture, c'est une très très bonne découverte que j'ai faite grâce au mois de la fantasy. C'est une lecture commune que j'ai effectuée avec Marion du blog et de la chaîne Entre les Lignes. Comme d'habitude, voilà, vous la connaissez au bout d'un moment. Et du coup c'est le premier tome des Épées de glace d'Olivier Gay, du sang sur la lame. Le prologue et le premier chapitre, c'est l'histoire de Malin qui est ou Malin, je ne sais pas puisque moi je le prononce à l'anglaise dans ma tête, mais c'est pas du tout anglais de toute façon puisque c'est Olivier Gay qui l'a écrit. Bref, c'est l'histoire de Malin qui est garde pour l'empereur, voilà, pour le palais impérial. Il y a une femme, une noble, qui vient à sa rencontre, qui lui dit laisse-moi passer, en gros, voilà, il faut que je voie l'empereur, etc. Donc c'est comme ça qu'ils se rencontrent, elle s'appelle Deria et il va très vite tomber amoureux d'elle. Sauf que c'est pas du tout un spoil puisque je pense que c'est même dans le résumé, Deria au bout du premier chapitre elle meurt.
Voilà, elle est assassinée et donc Malin, qui est donc le garde royal qui était son ami, et Shani, qui était sa servante, se retrouvent à devoir fuir la capitale puisque l'empereur et le gouvernement veulent étouffer l'affaire, que voilà, qu'une noble a été tuée quand même dans la ville, qu'elle a été violée et tuée, rien que ça, et ils veulent éviter de prévenir son père, le baron Froideval, parce que c'est un peu le gars qui s'occupe des barbares tout au nord et donc ce serait bien qu'il n'y ait pas trop un esclandre et tout et qu'il reste bien à sa place. Mais Malin et Shani se lancent sur les routes pour aller prévenir le baron Froideval. Et advienne que pourra, on peut se douter que quand le baron Froideval va connaître la vérité sur le fait que sa fille chérie, sa fille unique et chérie est morte, il va avoir peut-être un petit peu envie de savoir comment et pourquoi. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. C'est de la fantaisie assez classique, mais c'est de la fantaisie très bien menée parce que y a un univers qui est assez compréhensible, il y a des personnages qui sont assez compréhensibles, qui sont assez intéressants. Il y a certains archétypes qui sont dans ce livre de fantasy, mais qu'on essaye au fur et à mesure un petit peu de rendre un peu plus originaux et de détourner, qui est assez intéressant. Il y a un personnage qui est un personnage assez légendaire pour l'univers de fantasy dans lequel Malin et Shani vivent, qui est encore vivant alors qu'ils pensaient tous qu'il était mort. C'est un personnage très très intéressant, très très complexe, c'est un personnage très drôle et horrible en même temps que j'ai adoré, c'est un de mes personnages préférés. J'ai beaucoup aimé les dialogues, j'ai beaucoup aimé les relations entre certains personnages. Je trouve que la première centaine de pages ça avait du mal à se mettre un petit peu en place, j'étais pas forcément dedans. Et après une fois que Shani et Malin ont trouvé le baron de Froideval, ça y est, tout se met en place et tout s'enchaîne, il y a beaucoup d'action. Moi j'ai beaucoup souri parce qu'il y a de l'humour noir qui est vraiment juste parfait et que j'aime beaucoup. Beaucoup de mystère, c'est un petit peu une espèce de thriller pour savoir qui a tué Deria. À la fin du tome 1, ça te laisse un petit peu sur le cul, en fait tu fais ah d'accord, et donc j'ai très très envie de lire le tome 2 d'ailleurs. À l'heure où je vous tourne cette update lecture, je viens juste de me procurer le tome 2, donc je vais lire le tome 2 d'ici peu, enfin même maintenant, pour le mois de la fantaisie, parce que je me suis dit allez, ça me fera une saga commencée, une saga finie. Et voilà, c'est tout pour cette première update lecture sur le mois de mai, sur le mois de la fantaisie. Voilà, deux lectures de fantaisie. Ce que j'ai oublié de dire aussi, si je viens de m'en souvenir, c'est que j'ai relu A Court of Mist and Fury, donc il compte pour mon mois de la fantaisie, mais si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, j'ai déjà fait une update lecture dessus. Avec Marion on en a parlé pendant 20 minutes de A Court of Mist and Fury, donc je vous listerai tout ça dans la barre d'infos. Juste j'ai adoré ma relecture, vous savez comment je me sens par rapport à la relecture, donc c'est pas étonnant. J'avais envie de relire mon tome préféré de la saga après avoir lu celui-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai présentés, si vous avez envie de les lire. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.